Qu'est-ce que la sélection de l'As d'or 2026 dit du marché du jeu de société? Dans cette vidéo, on va, comme les 2 années précédentes, essayer d'analyser ce que chaque choix du jury reflète du marché du jeu de société en 2026. Et comme d'habitude, pour faire ça, je suis pas tout seul. Salut Michel Dufresne! Bonjour Boris, bonjour les voisins, bonjour les voisines. C'est la 3e fois qu'on fait cette analyse ensemble de la sélection de l'As d'or, sauf que les 2 années précédentes, tu n'étais pas dans le jury. C'est un peu la nouveauté de cette année. Oui, et c'est d'ailleurs à cause de ces fameuses vidéos que je suis dans le jury, puisque les membres de l'Asdor et Cynthia Reberac ont vu les dites vidéos et se sont dit oh là là, mais il y a un Belge qui analyse avec un autre zigoto la perception qu'on peut avoir et les messages qui passent à travers les nominations de jeux, et ils disent pas que des conneries. La seule chose que ça change, c'est que, évidemment, tu connais déjà les gagnants, évidemment, tu as assisté avec les autres jurys au débat, et tu ne vas rien révéler de tout ça, évidemment, tu es tenu par un secret professionnel, mais en même temps, ça va pas être notre angle ici. Notre angle est d'analyser en quoi cette sélection reflète des évolutions, des tendances du marché du jeu de société. Donc on va passer catégorie par catégorie en se posant cette question. Moi, je me risquerais peut-être à quelques pronostics, puisque tu ne m'as rien dit, hein, évidemment, je suis dans l'inconnu complet. Et toi, évidemment, ça ne serait pas pertinent que tu te risques à des pronostics, mais tu peux tout de même livrer toute une série d'analyses. Alors on est parti, on commence avec la catégorie enfant. Quatre catégories, 3 nommés par catégorie, ça c'est classique, et dans le jeu enfant, on a eu Archeo. Archeo, moi c'est un jeu que j'ai pas reçu en copie presse, mais que j'ai acheté pour son thème et sa scénographie. J'avais le sentiment que le jeu, à travers sa promesse thématique, associé à des gestes mécaniques, hein, puisque c'est un jeu où on va excaver petit à petit et on va pouvoir essayer de trouver des fossiles qu'on va assembler comme des puzzles, et on joue avec la boîte, puisque au fond de la boîte se cachent aussi des œufs de dinosaures ou des cailloux. Et c'est un jeu qui est très enthousiasmant pour les enfants, surtout en découverte, parce qu'il y a ce petit côté mystère de on ne sait pas ce qu'on va révéler, et petit à petit on reconstitue le puzzle, etc. Le thème se ressent très bien dans les gestes que font les enfants. Pour les adultes, moi j'ai entendu certaines personnes dire il n'y a pas de jeu, et je peux l'entendre, car c'est vrai que on n'a pas vraiment d'indices, à part un petit peu des os par-ci par-là sur le verso des tuiles, mais on n'a pas vraiment de quoi nous guider pour retourner telle ou telle tuile. Donc on va beaucoup être guidé par le hasard, mais finalement c'est la même chose dans une fouille archéologique, on ne sait pas ce sur quoi on va tomber. Ça fait qu'on n'a pas trop de quoi guider nos choix, donc en tant qu'adulte je trouve qu'on s'embête un petit peu. Par contre, en tant qu'enfant, force est de constater qu'il y a une magie qui opère. En tout cas, moi, mes enfants me l'ont redemandé plusieurs fois. Donc, on sait que dans la sélection As d'or jeu enfant, il y a souvent un jeu qui est récompensé pour son matériel. Alors, on sait que c'est très important dans le jeu enfant, à quel point le matériel invite à l'expérience. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est dans la lignée de Opération Noisette l'année dernière. C'est le même genre d'idée, avoir un jeu qui est là pour sa proposition matérielle et à quel point elle raconte quelque chose. Moi, je le comparerais pas à Opération Noisette, mais la remarque préliminaire, c'est que dans la catégorie enfants, les jurés jouent avec des enfants. Mhm. Voilà. Et certains jouent beaucoup avec des enfants, et d'autres jouent beaucoup avec des enfants, et puis font tourner le jeu dans des familles, dans des écoles de devoirs. C'est le cas de plusieurs membres du jury, et ils attendent les remontées des enfants eux-mêmes, mais aussi des adultes qui ont accompagné les enfants, pour voir ce qui tourne et ce qui tourne moins. Les éléments sur lesquels les jurés sont aussi assez vigilants sont les âges indiqués sur les boîtes, parce qu'il y a certains jeux, on les indique comme jouables à partir de 3 ans ou de 4 ans, et puis on voit que le public 3-4 ans est vraiment en galère.
alors qu'un 5 ans ne le serait pas. Donc oui, dans ce contexte-là, l'âge annoncé sur la boîte est important, et probablement que dans ce contexte-là. Hmm. C'est une règle que le jury s'est mis, c'est l'âge annoncé sur une boîte est un guide réel pour des parents qui vont poser, enfin, ou un adulte qui va poser un acte d'achat. Là où sur du jeu expert, je te le mets en 10 plus ou 14 plus, Ouais, on ça s'en va pas fout. trop changer ta vie. Enfin voilà, même chose pour du tout public, même chose pour de l'initié. Et puis l'autre élément, c'est qu'il y a toute une réflexion aussi sur l'ensemble des compétences qui sont mises en jeu. Et c'est pour ça que je l'associerais, alors partiellement au jeu à Opération Noisette. C'est pas tant pour le matériel lui-même, là je dirais c'est plus un autre jeu de la sélection que tu vas bientôt citer, où le matériel a plus un effet wow. Ici, le matériel n'a pas eu un effet wow chez les gamins avec lesquels on a joué, mais par contre, en termes de motricité fine, Hmm. il se rapproche d'Opération Noisette, où effectivement, les plus jeunes ont au début souvent un petit peu de difficulté à maîtriser l'appel, mais quand ils y arrivent, c'est un vrai bonheur, et à ce moment-là, ils n'arrêtent plus, et ils redemandent à le faire. Et donc la motricité fine intervient, la notion de puzzle intervient aussi, donc l'identification de pièces. Et donc il y a un ensemble de compétences qui sont bien présents, et alors je comprends l'adulte qui dit, c'est pas un jeu, oui, mais t'es pas un enfant. Ouais. Or, je veux dire, bataille pour moi, c'est pas un jeu. Je connais des gamins qui s'amusent à bataille et c'est super. Et voilà, la capacité à pouvoir refaire, refaire. On a constaté aussi chez de nombreux enfants qu'il y avait un plaisir aussi à ranger le jeu, C'est vrai. Ouais, parce qu'il faut remettre les pièces. reconstituer le terrain Voilà, de jeu reconstituer. Voilà, par les, strat. par strat, remettre Et les bonnes couches, et c'est vrai que c'est intéressant. Et tu expliquais, tu parlais de la pelle, qui est une espèce de ventouse comme ça qu'on doit manipuler. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle n'est pas indispensable. On doit l'utiliser parfois pour prendre des pièces qui sont un peu au milieu, mais on peut aussi très bien se saisir avec sa main. Et moi, je joue avec ma fille de 6 ans, mais aussi avec mon fils qui va bientôt avoir 3 ans. Et lui n'a pas besoin de manipuler la ventouse, il peut juste se saisir d'une tuile un petit peu au hasard, et ça va produire des résultats. Et pour ça, c'est assez engageant pour les deux tranches d'âge. On peut noter aussi sur cette tranche d'âge que c'est un jeu qui dit de 5 à 9 ans. Ça veut bien dire qu'il est aussi conscient de ses limites en termes de profondeur tactique, hein, puisque effectivement il y en a peu, mais c'est assumé. sur les jeux enfants, on fait vraiment attention à toute une série de détails qui sont parfois plus spécifiques que sur les autres catégories de jeux. Parce que justement, là, on sait que, bah oui, le joueur n'est pas l'acheteur, et qu'on est dans une nécessité de conseil qui doit être le plus précis possible et couvrir aussi, et ça on l'aura dans toutes les catégories, des champs d'activité et des champs de type de jeu différents. Bah, tu me tendais une perche, je pense, pour parler de la valse des fantômes, qui est, je pense, le seul jeu de la sélection auquel j'ai pas joué cette année, même si je vois bien le principe et je vois bien aussi la lignée dans laquelle il s'inscrit. On est chez Dreimagir, cet éditeur allemand qui a pour tradition là aussi de jouer avec le matériel et de faire des propositions assez fortes autour de ça. Et d'ailleurs, la figure du fantôme, pour ça, elle est assez chouette et elle revient aussi très souvent chez eux. Je pense que c'est chez Dreimagir qu'on avait eu Château Badabou de Roberto Fraga, où on incarnait aussi des petits fantômes qui devaient gravir une tour. Et il y avait des boulets qui pouvaient arriver dans l'escalier et nous faire tomber à la renverse. Ici, on est plus sur une proposition autour d'un plateau tournant. Là encore, le gameplay, l'expérience de jeu, elle est assez simplifiée. Je pense qu'il s'agit juste de lancer un dé et d'avancer. C'est un jeu de parcours, quoi. Mais ce qui vient vraiment frapper, provoquer un effet waouh, comme tu le disais, c'est ces plateaux tournants. Et ça fait un jeu qui a un certain coût, mais où il y a une mise en scène qui va avec ce coût, et tu sais où va ton argent, Oui, quoi. mais il y a cet effet wow, il y a cet effet matériel, il y a cet effet intrigué. Alors, je connais et des adultes et des gamins qui m'ont dit est-ce qu'on peut ouvrir pour voir comment ça fonctionne? Parce qu'il y a des plateaux qui sont aimantés, et donc il y a vraiment une valse de fantômes, et l'objectif est de sortir
de ce labyrinthe du château sans se faire toucher. Enfin voilà. Et il y a de l'effet frustration. Alors, j'imagine qu'au bout de la 250e partie, comme tout le monde, tout enfant connaîtra les parcours des fantômes et ce genre de choses. Mais, euh, mais oui, là, il y a un effet waouh Hmm. en présence sur table. Il y a un effet waouh aussi chez les adultes qui ont envie soit de jouer, soit d'analyser le parcours du fantôme en disant ah, moi, je vais être plus malin et je vais parvenir à m'en sortir. Et pourtant, ça fonctionne encore, on se fait encore piéger. Un des éléments sur lequel on s'interrogeait, comme tu l'évoquais, ce sont des notions de prix. Mhm. C'est un jeu qui est bien à 35-40 euros, il me semble. Alors, je pense qu'il était annoncé à 40 euros. Alors, c'est pas un frein, mais si le jeu avait été à 60 euros, c'était mort, hein, on le sait. Donc voilà, il était dans cette espèce d'intervalle dans lequel on se dit, OK, des parents peuvent acheter un cadeau collectif. Donc il y a cette réflexion-là qui n'est pas une nécessité réglementaire, mais qui rentre quand même un peu dans l'état des réflexions. Et si j'ai bien compris, les discussions qu'il y a eu post-jury, une fois l'annonce des nommés, l'éditeur et le diffuseur envisagent peut-être de baisser le prix Ah oui. pour qu'il soit plus accessible encore, pour être raccord avec le fait d'être labellisé, nommé aux As d'or. J'en ai pas eu la confirmation, mais ça participe aussi de ces réflexions sur cette notion de label, de rapport entre un label, les éditeurs, les remontées qu'on peut faire aux éditeurs et diffuseurs qui s'interrogent sur OK, vous avez aimé, vous nous défendez, mais est-ce que vous y voyez quand même des défauts? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait améliorer? Voilà, et là, ce jeu de ping-pong-là existe réellement. À prendre avec des pincettes, mais c'est l'info qui m'a été communiquée à confirmer quand même. Mais c'est tout le dilemme de ces jeux-là qui cherchent à avoir une scénographie impressionnante, un truc qui va te mettre une baffe quand ça va s'activer. C'est que ça vient aussi avec certains coûts matériels, évidemment, bah, typiquement les aimants ou ce genre de mécanisme. C'est pas gratuit. Et donc, tu peux parfois avoir un écart. Hein. Moi, je sais pas, je l'ai pas joué, mais entre ouais, le prix, l'investissement que tu mets dans le jeu et puis sa proposition à l'arrivée, euh, passer la découverte, est-ce que le jeu reste frappant ou pas, est-ce qu'il reste plaisant au-delà de l'effet des premières secondes. Ouais, ça voilà, moi j'y ai pas joué, mais j'imagine que c'est aussi quelque Alors, chose auquel on réfléchit quand on cherche à le mettre en avant. de fait, on y réfléchit et c'est un jeu, alors c'est pas le seul, mais c'est un jeu qui a eu un traitement particulier, à savoir que l'un ou l'une des jurés l'a prêté à une ludothèque de façon à le voir à l'usage. Donc pas tant voir si les enfants étaient excités, avaient envie d'y rejouer, ça c'est un peu la base, mais voir si le matériel tenait. Ah oui. Si on se retrouvait pas avec des roues dentées qui s'usaient trop, si on se retrouvait pas avec des boîtes qui explosaient parce qu'un gamin l'avait fait tomber par terre, ce genre de choses. Et alors les crash tests jusqu'à présent ont donné raison à l'éditeur, le matériel tient. Voilà. Et donc il y a ces petits compléments pour le jeu enfant, compléments qu'on n'aurait pas sur du jeu expert évidemment, hein. Je vais pas. Enfin quoique sur certaines qualités de cartes. Et puis le dernier jeu de la sélection enfant, c'est l'île des Mookies. Je pense qu'il était dans beaucoup de pronostics. C'est ce jeu à deux joueurs qui est vraiment pensé pour être parent-enfant, avec une mécanique de collection et aussi un peu de mémoire, des parties très dynamiques, hein, ça dure 5, 6, 7 minutes. Et puis là, on est sur un jeu à petit prix et qui cherche à faire vivre une espèce de méta-jeu avec son poster également dans la boîte qui va proposer aux enfants de nommer les Mookies, hein, qui sont des Pokémon au départ, hein, c'était confirmé par Florian Siriex, au départ son prototype était avec les Pokémon, et puis évidemment il n'a pas eu la licence, mais donc il y a la même logique de capturer ces Mookies et puis après de leur donner un nom et de s'y attacher. Et donc c'est vraiment un jeu qui, éditorialement, est pensé
pour accompagner l'enfant et l'adulte au cours de nombreuses parties. Il y a vraiment une réflexion pour que le jeu, là pour le coup, aille au-delà de la découverte. C'est pas un legacy pour autant, mais j'ai l'impression que c'est un jeu voilà, qui est pensé pour durer un peu plus longtemps que Archeo et Valse des Fantômes, qui misent avant tout sur la découverte. Je pense que c'est un jeu qui représente aussi bien l'année 2025, puisque c'est un jeu à deux. Ouais, Euh, et c'est intéressant de voir la prise de risque qui devrait être quelque chose de naturel, de se dire on va faire du jeu enfant pour deux, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. pour, tout- pour toutes ces situations où on a parents-enfants, frères-sœurs, frères-frères, enfin, fratrie, où au final on a beaucoup de jeux pour plus qui sont jouables à deux. Mais un vrai jeu à deux, avec cette particularité aussi qu'on a tous vu lors de nos sessions d'évaluation, des enfants jouer à quatre, se mettre ensemble, discuter. Alors, moi j'ai eu une session très atypique avec une petite fille. On a joué pendant 45 minutes, puisque chaque Mookie, et j'ai eu droit à l'histoire de chaque Mookie. Ah oui, On me ça devient racontait un jeu des histoires, narratif. et c'est devenu un jeu narratif. Et donc, je pense qu'il y a aussi cet élément-là qui est important et qui traverse les 12 titres qui ont été élus. C'est pas une contrainte qu'on s'est mis a priori, mais a posteriori, on se dit tous les jeux sont des jeux où il y a une forme d'interaction directe et tous les jeux ont une forme de storytelling, de façon de se raconter des histoires. Et C'est vrai. or, en se racontant des histoires, ça va laisser des souvenirs. Or, le souvenir d'une partie, c'est quelque chose qui est important. On évalue un jeu, on a envie d'y rejouer. Voilà, ce sont tous des jeux. Les 12 sont des jeux chaleureux, d'une certaine façon. Euh, alors, chaleureux ne veut pas toujours dire gentil, mais il y a un côté, on se souvient euh, des parties. Ce ne sont pas que des mécaniques, ce sont des mécaniques qui sont dans un emballage ou dans un ensemble qui fait que bah, le système nous offre des moments qui sont des moments importants. Et ça, je pense que c'était un feeling qu'on avait tous dans un marché qui est en train de se structurer, parfois de façon un peu brutale, dans un marché qui est en train d'évoluer, d'avoir ce côté. On n'est pas que dans de la mécanique, on n'est pas que dans des trucs. Oui, on pourrait faire du pile ou face ou des trucs comme ça avec des belles images, mais si ça raconte pas d'histoire, enfin, si ça ne laisse pas ce petit feeling, cette envie de se raconter ses parties, cette envie de partager, ce serait dommage. Le jeu de société se porte relativement bien sur le marché. Oui, il y a un public aujourd'hui, public général, qui a envie de jouer. Je pense que la période, il suffit de suivre les actus ou de regarder par la fenêtre, la période est quand même pas la plus fun. Et donc, avoir ces moments ensemble, dans un système cadré, qui s'appelle un jeu, qui laisse un souvenir, qui permet de faire des trucs ensemble, c'était important. Et je pense qu'ici, les nominations enfants, on avait vraiment à cœur, consciemment, inconsciemment, d'être sur des jeux qui ne soient pas que des jeux mécaniques. Oui, et pour moi, c'est ça qui va faire la différence. Et moi, si je devais me risquer à un pronostic dans cette sélection, bah, encore une fois, je dis, j'ai pas joué à la Valse des Fantômes, mais j'aurais envie de distinguer l'île des Mookies pour cette raison. C'est que à la fois, c'est assez immédiat, et en même temps, c'est un jeu qui, avec son poster, avec son univers graphique, hein, les illustrations sont vraiment magnifiques, avec ses petits détails éditoriaux comme les cartes foil, hein, ces cartes brillantes qui ont un badge double, qu'on a vraiment envie de s'accaparer, etc., bah, laisse un condensé d'émotions assez fort et effectivement des souvenirs en très peu de temps, et ça invite à la revanche, etc. Là où Archéo, ben, mes enfants ont souvent envie d'en refaire une, surtout quand on a perdu, parce qu'en fonction du tirage, on peut très vite arriver à perdre beaucoup de pelles qui sont en quelque sorte nos points de vie, et c'est frustrant, ils ont envie de relancer. Je le fais vraiment purement pour leur faire plaisir, quoi. Et donc je trouve que si on cherche aussi des jeux, certes qui nous font passer des bons moments, mais des deux côtés, et enfants et parents, moi
ce serait l'île des Mookies que j'aurais envie, en tant que si j'étais jury, de distinguer de ce point de vue-là. L'avenir le dira. On passe maintenant à la catégorie initié, et bah, je vais commencer par peut-être le jeu le plus surprenant de cette sélection. En tout cas, j'ai vu pas mal de gens y réagir. C'est First Strat. First Strat, qui est un jeu notamment de Virginia Gigli, que moi j'avais découvert il y a quelques années. Hein. Je pense que la version originale est sortie en 2021-2022, par là. 2022. 2022, 2022. mais qui a eu droit à sa version française cette année, ce qui le rend éligible maintenant. Alors, moi déjà, c'est un jeu que j'aurais eu envie de mettre en expert. Alors, on sait que la catégorie initiée, elle est souvent un peu les fesses entre deux chaises, et c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui va y être, qu'est-ce qui va pas y être, mais c'est un jeu qui, certes, est assez simple dans ses règles, hein. On avance son rat et on fait quelque chose en fonction de la case sur laquelle on arrive, mais je trouve qu'il y a tellement d'éléments à optimiser, qu'il y a une telle profondeur, que moi, j'aurais eu envie de le mettre en expert entrée de gamme, expert léger, appelons ça comme on veut, mais où quand même la profondeur du jeu et tous les éléments, tous les paramètres qu'il y a à en prendre en compte pour bien jouer, m'aurait fait quand même dire qu'on est plutôt sur un jeu expert que sur un jeu initié. J'ai envie d'y voir aussi une incursion de l'école italienne, qui, on le sait, est quand même importante dans la place du jeu de société moderne aujourd'hui, que ça soit une figure comme Simone Luciani, ou tous les auteurs qui gravitent autour. Hein. On sait qu'autour du concours Archimédée de Leo Colovini, ils se rassemblent beaucoup, et que Virginio Gigli et Simone Luciani, ils sont potes, etc. Je vois dans la sélection de First Strat aussi une espèce de reconnaissance de cette modernité de l'école italienne, qui arrive à synthétiser des systèmes très experts, du coup, d'optimisation de ressources, de choix cornéliens, beaucoup d'interactions indirectes aussi. Hein. Il y a beaucoup de courses dans First Strat, parce qu'on va pouvoir débloquer des objectifs avec des points de victoire, et si je le fais avant toi, tu auras moins de points que moi. Donc pas d'interaction frontale entre nous, mais on est quand même en train de se surveiller en permanence sur qui va avancer où, qui va se voler quoi. Et je trouve que First Strat, c'est vrai, est une proposition qui synthétise un petit peu toutes ces qualités de l'école italienne. Et moi, j'aurais envie d'analyser sa sélection sous ce prisme-là. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Bravo. Belle analyse. First Strat correspond aussi à une des grandes problématiques qui s'est posée au jury cette année et qui ne cessera de se poser au fil des ans. C'est cette fameuse catégorisation. Puisque toi, tu dis, je l'aurais peut-être mis en expert, parce que pour bien jouer, il faut avoir un comportement de joueur expert. Dans le même temps, j'ai aussi entendu d'autres dire, ça, c'est un jeu tout public, parce que c'est juste des courses sur un parcours, tout le monde sait ce que c'est un jeu de loi, et c'est que ça, c'est un jeu de loi. Et c'est à ce moment-là que oui, on doit rentrer dans des analyses plus fines, du type le livret de règles, le nombre de paramètres à prendre en compte, sachant que le jury, par contre, ne s'inquiète pas de savoir si l'on joue bien. Hmm. Il faut pouvoir bien jouer, donc c'est-à-dire que oui, la règle doit être claire, les objectifs doivent être clairs, les mécaniques mises en place doivent être claires. Mais pas Ici, performer pour autant, quoi. voilà, tout ça est très clair. Hein. Je bouge un rat ou plusieurs rats, je dois atterrir là. Par contre, il y a énormément de cases bonus différentes. Il y a une lisibilité qui est peut-être plus complexe que la lisibilité qu'on pourrait attendre d'un tout public. Et c'est là que les filtres commencent à se mettre en place et les critères commencent à se mettre en place sur longueur des règles, clarté des objectifs, clarté des mécaniques, nombre de mécaniques mises en place, et qu'on doit décortiquer l'animal. Et là, je te rejoins, parce que l'école italienne est très forte pour ça. Partir d'éléments mécaniques simples et connus, les gars, ce sont des courses sur un parcours type jeu de loi. Vous n'avez qu'une action à faire à chaque tour, à savoir bouger un ou plusieurs rats. Mais malgré ça, ça ouvre un arbre de possibilités énormes qui, pour bien jouer, va vous amener à devoir forger votre expertise dans le jeu. Bon, les premières réactions sont
La sélection des nommés est plutôt consensuelle. Et ce jeu-là, on l'a pas vu. Alors, d'aucuns disent, oui, c'est un vieux jeu, il est sorti en 2022, donc quelques-uns l'ont essayé à l'époque. J'ai surtout entendu l'argument de dire, bah, comme c'était moche, j'ai pas été dessus. First Rat représente ce que certains oublient, c'est le travail de longue haleine du jury. Un membre du jury a identifié First Rat à un moment et l'a signalé aux autres membres du jury. Ils ont dit, ah, pas vu, pas encore entendu, pas encore essayé. Et tout le monde a essayé. Et puis, de fil en aiguille, les gens essayent et les remontées commencent. C'est-à-dire, ah, ma partie à 3 s'est passée comme ceci, ma partie à 2 comme ceci, ma partie à 5, ma partie à 4. Voilà. Et les choses se construisent au fil des mois. D'ailleurs, à ce propos, j'entends aussi souvent dire, ah, tel jeu ne pourrait pas être nommé, il est sorti il y a longtemps. Alors, contrairement à ce qui se passe, par exemple, dans le livre ou la BD, ou quand vous sortez un bouquin en février et que vous faites des nominations en janvier l'année d'après, vous avez un peu oublié. Pour le jeu, c'est l'inverse. Quand un jeu est sorti très tôt, on a le temps de jouer. On a le temps de jouer dans toutes les Exactement. configurations. On n'est pas pressé. On peut faire tourner, on peut prêter sa boîte, avoir des remontées d'autres. Et donc, l'avantage serait même, sortez les jeux que vous voyez être de bons poulains pour des As d'or relativement tôt, donc je dirais autour de Cannes, parce que ce sont des jeux qui vont tourner, qui vont profiter des vacances, qui vont profiter des rotations, enfin ce genre de choses. C'est c'est pas mal. Donc c'est vraiment le contraire de ça. Et donc First Rat s'inscrit dans tous ces jeux, c'est pas le seul, euh, qui à un moment ou un autre rentre dans cette veille globale et commence à être évalué sur base de toute une série de critères, faisant fi du fait que personne n'en parle, qu'il n'y a pas de promo, qu'il n'y a pas d'influenceur qui en a fait son jeu du mois, ce genre de choses. Voilà, une sorte de toile de fond du travail des jurés. Ouais, c'est aussi ça le rôle d'un label comme l'As d'Or, c'est justement remettre en avant des jeux qui sont un peu passés sous les radars. Et à ce titre-là, moi je trouve que c'est un super jeu, First Strat, aussi parce que bah, il est très rejouable, comme on dit, pas dans le sens où il y a spécialement de la variabilité, etc., même s'il y en a, mais avant tout parce que bah, c'est agréable d'y rejouer. Il y a une vraie profondeur, il y a une grosse marge de progression pour bien réussir à tout optimiser. Il y a différentes technologies à aller choper. Certes, c'est une piste de jeu de loi, il y a presque un petit côté aussi serpent et échelle, ou en tout cas échelle, parce qu'on peut avoir des raccourcis sur C'est cette raccourci, piste, ouais. et ça peut être assez crucial aussi pour coiffer les autres poteaux. Donc il y a toutes ces qualités-là. Donc effectivement, quand tu le pratiques sur le long terme, je comprends qu'il se distingue et que vous l'ayez retenu dans la sélection. Deuxième sélectionné initié, là aussi c'était peut-être l'une des plus grosses évidences, même s'il pouvait y avoir débat sur est-ce que tu le mets en familial ou en initié, c'est Take Time. Take Time qui pour moi est assez immédiat à prendre en main, encore plus immédiat qu'un Bombbuster dans le style jeu à mission, et justement c'est peut-être ce qui avait porté préjudice à Bombbuster dans sa non-sélection, c'est le fait qu'il y a un côté mise en place assez lourd, etc. Take Time, moi ce que j'aime, c'est que c'est immédiat. Tu mélanges le paquet de cartes, tu distribues, t'expliques rapidement les règles spécifiques à la mission, et tu peux directement te lancer dedans. Et je trouve que justement, c'est un jeu, certes à campagne, avec 40 missions, etc. C'est assez vertigineux, et probablement que peu sont les gens qui ont fait les 40 missions de A à Z, mais pour moi, c'est pas tellement gênant, parce que je trouve qu'on peut facilement intégrer une campagne en cours. Il n'y a pas vraiment d'éléments legacy, il n'y a pas de continuité, on n'incarne pas des personnages, etc. Certes, les règles sont de plus en plus complexes et les contraintes vont aller crescendo en termes de difficulté, mais tu peux introduire quelqu'un à ces nouvelles contraintes, il va peut-être un peu plus galérer au début, mais comme les parties sont très rapides et qu'on a très vite fait d'en refaire une et de chercher à réussir, pour moi, c'est pas grave. Et donc, bah, cette espèce de mode, de tendance des jeux à mission qui sont assez populaires. Hein. Certes, Bombbuster, il n'avait pas été sélectionné, mais ça avait été un beau succès de Cocktail Games. Avant ça, évidemment, on avait The Crew qui avait été plusieurs fois plébiscité. Bah,
ça me paraît tout à fait cohérent qu'il y ait un jeu qui représente cette catégorie dans la sélection, et l'aspect initié est peut-être là pour ça. Pas tant pour la complexité des règles, qui sont assez simples à appréhender, mais pour le côté vertigineux, comme je le disais, de ce que le jeu a proposé, et que pour en saisir son plein potentiel, il va falloir s'accrocher un petit peu, y rejouer, accepter de perdre. Tous ces éléments-là font que Take Time a pour moi pleinement sa place, non seulement parce que c'est un très chouette jeu, mais aussi en termes de tendance. Il vient aussi à nouveau souligner la qualité éditoriale de Libellude. Harmony avait déjà été sélectionné l'an dernier. Take Time, il y a les qualités éditoriales. Il représente aussi une tendance qui se marque de jeux coopératifs à communication limitée à mission. Ouais, il y avait Voilà. Ritual en face qui aurait pu aussi entrer dans la sélection. On peut en citer d'autres, Ouais. hein. Eternal Dex pourrait rentrer dans cette catégorie. Alors, je sais qu'il y a le grand débat, ça devrait être en tout public. Mais là, tu viens d'y répondre. Par sa structure à mission, euh, dans les critères utilisés traditionnellement, si c'est un jeu à scénario, un jeu à mission, c'est au moins de l'initier. Hmm. Parce que c'est pas encore une habitude ludique présente chez le tout public, chez des gens qui pourraient découvrir, même si c'est faisable. Je pense qu'un Take Time est accessible à tous, mais pour certains, il faut quand même le maître nageur qui va avec, pour, pour garantir que la partie se passe bien. Je rappelle quand même que Initié se crée à cause de Decroux, qui est en expert. On dit, mais non, c'est pas ça l'expert, ça devrait être moindre. Oui, mais c'est complexe parce qu'il y a des missions. Oui, mais ça ne justifie pas le fait d'être un expert. Ah bah, ça crée l'initié. Donc, quelque part, Take Time de Crew, je dirais pas que c'est le même jeu. Mais en termes de typologie, de Crew n'est pas hyper complexe à mettre en œuvre, mais quand même. Et donc, ce sillon-là est un sillon initié, avec effectivement un excellent travail fait sur la qualité des règles. Ça aussi, c'est un élément, je pense, qui cette année euh, a été très très important dans les sélections, dans les débats préliminaires, dans les remarques préliminaires, dans les présélections, dans les tests. Et enfin, le troisième sélectionné dans la catégorie initiée, c'est Zenith Playpunk, 2 jeux, 2 nominations. Captain Flip était dans le jeu tout public. Aujourd'hui, Zenith est dans l'initié, et pour le coup, je pense que ça se comprend pleinement. C'est un jeu qui est plus joueur, plus technique, qui peut être plus violent. On peut se retrouver à faire plusieurs tours d'affilée où on rame parce que on n'a plus d'argent, qui est vraiment au centre de l'économie du jeu. Si t'as pas d'argent, tu fais des coups beaucoup plus faibles que l'adversaire, donc tu dois vraiment gérer cette réserve-là. Et puis l'iconographie. Bien sûr, c'est un jeu qui fait le choix de l'iconographie pour tous ses effets de cartes, et il y en a énormément. Ces effets sont assez clairs une fois qu'on est rentré dans le jeu. Les cartes ont beau être toutes différentes, elles gravitent autour de cette mécanique de tir à la corde, donc on voit vite où le jeu veut en venir en termes de résolution. Néanmoins, cette iconographie, il faut l'intégrer, c'est vraiment un langage qu'il faut apprendre, et les premières parties peuvent être un peu complexes pour cette raison-là. Zenith, tu l'as dit, on est dans l'année des jeux à deux, mais pour moi, il est aussi à distinguer pour son côté par équipe. C'est un vrai jeu à deux, il a été pensé comme un jeu à deux au départ, mais le développement a créé ce mode par équipe qui transforme pas mal l'expérience, puisque on a toute une série de cartes qui ne sont plus jouables pour nous, mais en même temps, une des actions les plus faibles du jeu devient une opportunité de passer des cartes à notre partenaire, et surtout ce choix assez radical de faire jouer les 2 joueurs de la même équipe l'un après l'autre. Et donc, ça se vit vraiment comme 2 tartes dans notre tronche avant de pouvoir répliquer, et ça vient créer une cohésion assez forte entre les partenaires. Les jeux par équipe, on sait que c'est une expérience ludique qui se fait assez rare. On avait vu La Familia être récompensée dans cette catégorie-là, c'était côté expert, dans ce type d'expérience-là. Cette année, on aurait pu avoir Présage dans ce côté jeu par équipe, mais
force est de constater que Zenith a les deux à la fois. C'est un très bon jeu de duel d'affrontement, mais aussi un très bon jeu d'équipe. Donc en ça, je pense que la sélection vient saluer son côté total, en plus d'être un représentant intéressant du jeu de cartes à effet, à combo, qui reste un genre de jeu assez plébiscité. On sait que quand il y a beaucoup de cartes et qu'il faut en appréhender chacune un peu les effets, il y a toute une série de joueurs et joueuses que ça va tout de suite titiller. Donc, comme tu l'évoques, c'est un jeu très différent mécaniquement des deux autres, mais c'est un jeu très proche des deux autres par des choix de game design. On évoquait l'école italienne pour First Strat. On évoquait tout cet équilibrage et cette structure d'équilibrage, d'évolution de scénario dans Take Time. Et Zenith, c'est de l'équilibrage, mais c'est aussi toute une réflexion qui est intéressante sur effectivement deux ou deux jeux différents. Et cette tendance 2 ou 4, c'est pas le seul. C'est aussi une tendance du marché. Alors parfois on l'oublie, mais Agent Avenue a une version 2.4. Symbiose a une version 2v2, par exemple. Et donc on sent aussi une envie chez les éditeurs de travailler sur un jeu et une version qui va transformer le jeu ou transcender le jeu ou proposer une autre histoire au jeu sur le même matériel, amenant des stratégies différentes, amenant des tensions différentes, amenant des souvenirs différents. Et donc à ce titre-là, Zenith était particulièrement intéressant puisqu'il représente aussi cette espèce d'effet de marché. Ce n'est pas qu'un jeu à deux, c'est un jeu à deux agrémenté d'autres choses, avec une réflexion, et c'est pas simplement vous jouez en commun, non, il y a une vraie réflexion sur, comme tu l'évoquais, des changements de paramètres. Ce qui était avant l'action du pauvre devient à ce moment-là une action riche et une vraie action moteur du jeu. Ce qui posait aussi Zénith, parce qu'on m'a posé la question de me dire pourquoi c'est pas en tout public, c'est la masse d'iconos, Ouais, pour moi c'est la masse d'interaction, les effets multiples, et donc là aussi la règle n'est pas compliquée, la règle est accessible, mais la mise en œuvre, même pour mal y jouer, nécessite quand même de rebondir, d'avoir suffisamment, un minimum de pratique ludique pour y trouver une forme de plaisir. Voilà. Oui, dans les effets Et en puis, cascade aussi, les technologies où tu vas réactiver tous les effets de haut en bas, tu chopes une planète, ça va te donner un petit jeton bonus là qui te permet d'encore faire un autre effet, etc. Oui, tout ça, il faut pouvoir l'encaisser. Hein, ouais. Pour moi, tous les jours, c'est en initié. Ouais. et je reviens à ce qu'on a dit précédemment sur les enfants. Quand on regarde cette sélection, bien oui, ça raconte des histoires. Il y a des formes d'interaction, tantôt très directes, tantôt moins, mais qui restent des formes d'interaction. Enfin, le tir à la corde, c'est de l'interaction. La course vers objectif, c'est l'interaction. Et dans un jeu où on doit en commun trouver des séquences, c'est de l'interaction. Et ça laisse des souvenirs, ça raconte des histoires. Voilà, donc les candidats sont de nouveau dans cette espèce de, je sais pas, gestalt, enfin, espèce de ligne directrice qui a sous-tendu nos choix. Oui, complètement. Je vois bien comment ils peuvent tous raconter une histoire à leur manière. Et même dans First Strat, qui peut être vu de loin comme un jeu plus froid, mais il y a une notion de tempo qui est vraiment très importante. Hein. Tu vas pouvoir vraiment précipiter la fin de partie ou non en fonction de à quel point tu avances vite sur cette piste, parce que t'as quand même pas mal de marge de manœuvre sur à quel point tu vas avancer beaucoup ou pas. Et donc ça peut vraiment créer des parties différentes en termes de ressenti. Zénith, évidemment, surtout dans ces parties de compte 2, peut vraiment laisser des souvenirs très forts. Et même en un contre un, tu peux avoir des roustes terribles. Et Take Time, bah oui, toute personne qui connaît ces jeux coopératifs à mission a vécu au moins une fois la liesse d'enfin arriver à réussir cette foutue mission après 10 essais d'affilée, etc. Là, Et l'inverse. Et l'inverse, bien sûr. L'inverse. La partie que l'on pensait acquise C'est qui ça. tourne mal. Enfin, Donc, moi, si je dois me risquer à un pronostic, le choix du cœur, c'est Zénith, hein, parce que je suis assez admiratif
du travail de développement de Playpunk, et d'en plus connaître l'histoire du jeu, de savoir que c'était un jeu au départ à deux, que certains éditeurs auraient choisi de garder ce mode à deux initial, et savoir qu'ils l'ont poussé pour en faire un vrai mode à 4 avec beaucoup de réflexion derrière, je trouve que ça en fait un jeu à distinguer. Mais j'aime aussi beaucoup Take Time, même si je ne l'ai pas fait en entier et que peut-être sur le long terme il s'essouffle. First Strat, même si j'aime beaucoup le jeu, pour moi il tend trop du côté expert pour que je le vois gagner en initié. Donc moi je mettrais une pièce sur Zénith, mais je suis beaucoup moins serein que sur la catégorie enfant. En tant que juré, on doit faire abstraction de ce qu'on nous raconte en amont. Hmm. On doit être sur le produit fini tel que disponible. C'est parce Oui, que c'est vrai que bon bah Zénith, toi comme moi, on connaît Thomas Provost, Pénélope ou d'autres connaissent les éditeurs, sont amenés à suivre les évolutions de projets et tout, mais on n'évalue pas des protos, on n'évalue pas des intentions, on évalue des jeux terminés et joués dans leur forme terminée. Et c'est un élément important. Alors après, a posteriori, on peut décortiquer et se dire, oui, on savait que ça, mais... Et c'est un exercice qui n'est pas toujours évident à faire. euh, En tant que juré, il faut parfois accepter aussi de se mettre en retrait et écouter les autres, hein, 9 personnes, donc pour voir comment elles qui ne sont pas informées de micro-éléments de cet ordre-là se positionnent vis-à-vis d'un jeu. on passe à la catégorie expert. On sait que le marché du jeu expert, il est de plus en plus compliqué, qu'il y a certains éditeurs qui ont annoncé s'en retirer ou être un petit peu plus frileux, etc. On va de plus en plus avoir des localisations dans ce marché-là, et bah, ça se reflète ici dans la sélection, puisque ce sont 3 localisations, hein, finalement. On peut commencer par Arx, qui est la proposition la moins Eurogame de la sélection, dans le sens où c'est un pur jeu d'affrontement, assez organique dans ce qu'il va nous faire ressentir. Il va être très dépendant du comportement des joueurs et joueuses à la table, et il va faire intervenir des combats au dé. Et donc, quand on entend jeu expert, si on confond jeu expert et Eurogame, on peut être étonné de voir Arx là-dedans. Néanmoins, moi je trouve que c'est une excellente sélection pour refléter tout un pan du marché qui est important. Arx n'est pas un Ameritrash pour autant, c'est pas un jeu où on va s'émerveiller sur les figurines et se concentrer dans le thème, c'est plutôt un jeu assez épique qui va nous proposer des retournements de situation, notamment à travers un élément de game design que moi j'adore, centré autour de ces combats au dés, c'est le fait de laisser les joueurs et joueuses choisir les dés pour lesquels ils vont opter dans leur combat. On a des dés plus risqués, qui peuvent faire beaucoup de dégâts, mais aussi on peut se prendre un retour de flamme, et à l'inverse, on a des dés intermédiaires, et puis des dés beaucoup plus safe, beaucoup plus sécurisés, mais qui vont forcément moins faire de dégâts en face. Donc rien qu'autour de ça, on a un jeu qui peut créer vraiment, là encore, des histoires, une interaction très forte évidemment, puisque moi j'y ai pas énormément joué, mais le peu où j'y ai joué, j'ai souffert, dans le sens où tu peux complètement te faire retourner par tes adversaires. Il y a toute cette notion de jeu qui n'est pas un jeu de pli, mais qui va s'inspirer de la mécanique avec est-ce que je suis la couleur d'action initiée par mon adversaire, ou est-ce que je joue autre chose, mais alors mon action est moins puissante. Et là aussi, il va falloir s'adapter à son tirage, et on peut parfois, quand on découvre, avoir l'impression de subir. Donc, c'est un jeu qui est très riche dans sa proposition en termes de sensations fortes. En ça, il est évidemment expert, parce qu'il y a beaucoup de règles, parce que les parties sont assez longues, et aussi pour ce côté organique. C'est un jeu où on peut avoir le sentiment de ne pas tout maîtriser, parce qu'il y a des alliances temporaires qui se créent, parce qu'on doit s'adapter à toute une série de paramètres, et on peut parfois se sentir démuni, et si on s'arrête à la première impression,
il peut être vécu comme assez violent. Donc je trouve que c'est un très bon représentant pour ça, pour son côté épique, ses retournements de situation et tout son système de combat, les souvenirs qu'il va venir créer. Un petit élément technique que tu n'évoques pas, c'est que en fait, la façon de faire des points est déterminée par les joueurs eux-mêmes. Oui. Et donc là aussi, il y a tout un jeu de tension, de bluff sur j'active ou non des objectifs, je les active volontairement pour. On peut flirter parfois avec des effets de kingmaking, ou en tout cas du kingmaking à court terme et à long terme, parce que ça peut se transformer. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qui sont présents là-dedans. Là, je vais parler à titre personnel. C'est très tôt dans le jury. J'ai informé mes comparses que, étant plutôt un joueur expert ou dit expert, je ne voulais pas, à titre personnel, que la catégorie experte soit en fait une catégorie Eurogame expert. Hmm. Mais qu'on accepte de s'ouvrir et de penser à d'autres formes de jeu et ne pas avoir peur d'aller vers d'autres formes de jeu. Et parfois, quand on a les réflexes de l'Eurogamer, on est moins à l'aise. Peut-être justement face à un jeu de type Arx, peut-être face à un wargame, peut-être face à un jeu, je sais pas moi, un dungeon crawler avec figurines, peut-être face à une forme d'Améritrash, parce que oui, le hasard, parce que oui, des mises en place différentes, enfin, ce genre de choses. Et bon, d'autres membres du jury ont dit, bah, de fait, soyons vigilants à ça. Ce qu'on a trouvé aussi assez intéressant cette année, c'est que le message était le jeu expert se porte mal, le jeu expert ceci, le jeu expert cela. Et puis au final, c'est probablement l'une des catégories pardon, qui était la plus riche et la plus dense en termes de propositions différentes, avec parfois des zones de recouvrement, donc oui, sur des mécaniques globales, mais chaque fois avec suffisamment de spécificité, d'originalité, euh, pour se dire, waouh, la proposition est très large. Et là, j'écoutais différents intervenants, enfin, les podcasts et chaînes YouTube qui analysent les choses, et personne n'est d'accord sur ces pronostics, personne n'était d'accord sur les jeux qu'il aurait voulu y voir. Enfin, tout en disant toujours, ah oui, mais cette année n'a pas été une année du jeu expert. Bah, si, quand même. Alors, peut-être pas le jeu expert type Eurogame qu'on attend, ce genre de choses. L'idée était de chercher du jeu dans lequel il y a une forme d'interaction. C'est vrai que le pur Eurogame, tableur Excel dans son coin ou autre, euh, était peut-être celui qui excitait le moins. Et de ne pas se fermer, de ne pas mettre d'œillères en disant, bah voilà, faut essayer des trucs larges. C'est quand j'ai regardé nos comptes rendus, nos bilans, nos tableaux de parties jouées, de temps joué et tout, c'est vraiment une catégorie qui, cette année, comparée aux autres années, aux données que j'ai pu avoir, qui a épuisé les membres du jury. Ça a énormément joué, ça a énormément joué à des typologies de jeux différents pour se dire, tiens, qu'est-ce qui représente le jeu expert aujourd'hui? Et on est arrivé dans les discussions à ces trois nominations-ci. Ça aurait pu en être d'autres, mais on sentait quand même qu'il y avait une catégorie de jeux plus comme Arx d'affrontements, de coups de jarnac, de stratégies qui ne sont peut-être pas immédiatement claires et qui nécessitent de tordre les interactions, de prendre des risques ou autres. Une catégorie plus Eurogame classique et une catégorie, je dirais, plus Eurogame moins classique. Ouais. Pour enchaîner, je pense que tu fais référence à Civolution, peut-être quand tu dis Eurogame moins classique. Donc là, on a Stéphane Feld, qui a été identifié comme un auteur de la salade de points avec les mini-jeux, etc. Puis qui là fait une espèce de jeu monstre avec 18 actions différentes. Et ben, on parlait de Vertige auparavant, ben là on y est complètement. Parce que je pense que le jeu expert, c'est aussi la catégorie où on a le plus envie que les jeux ne soient pas
maîtrisé, ou en tout cas qu'on n'ait pas le sentiment d'en avoir fait le tour dès la première partie. Et Civolution, c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire que tes premières parties, tu vas souffrir. L'apprentissage peut être vraiment très compliqué, le livret de règles est extrêmement dense, même si il est plutôt bien fait, les actions sont bien rangées, on a un sommaire bien détaillé, etc. Mais les actions en elles-mêmes sont très larges, les possibilités sont très larges, chaque action a 3 niveaux en elle-même, donc on va presque découvrir au fur et à mesure de nouvelles possibilités enchâssées dans nos possibilités de départ, et malgré tout ça, on est énormément contraint. On est contraint, comme souvent chez Feld, par nos dés. On peut penser au château de Bourgogne ou à des jeux de Feld moins connus comme l'Oracle de Delphes. C'est un auteur qui adore nous donner un espace de possibilités stratégiques très large, mais en même temps énormément de contraintes avec lesquelles jongler, qui vont faire qu'on ne pourra pas tout explorer. Et a fortiori dans Civolution, on va être extrêmement frustré au départ parce que on sera contraint de s'adapter à nos dés et non pas d'explorer tout ce que cet arbre tentaculaire de civilisation a à nous proposer. Et pour ça, je pense que c'est intéressant, parce qu'on a vraiment un mariage entre ces monster games de civilisation qui nous donnent plein de possibilités, qui sont extrêmement riches et où il va falloir jouer longtemps, et en même temps, une fois qu'on sait jouer, le rythme peut être assez effréné, parce que les possibilités sont finalement pas aussi vastes que ça, une fois que tu ramènes ça à tes contraintes, à ton tirage de dés, même si Feld, encore une fois, te donne des outils pour jongler avec ce tirage et faire d'autres choses. Et donc, pour moi, c'est un excellent compromis ouais, entre le jeu de civilisation très étendu et le jeu à contrainte, vraiment typique de la frustration Eurogame, où plein de possibilités stratégiques, mais au final, tu ne peux en accomplir que très peu. Un mot qui pourrait ressortir des choix proposés, c'est frustration. Arc, c'est un jeu frustrant. Civolution est un jeu frustrant. Et Fourmi, sans en avoir l'air, est un jeu frustrant. Euh, Plutôt sur sa fin de partie que sur son début. Enfin, même si certains démarrages de fourmis peuvent être frustrants. Euh, et de la frustration naît l'envie. Parce que de la frustration naît, de nouveau, le storytelling, le fait que je me souvienne de ma partie, que je vais faire différemment, que j'y pense différemment, et ainsi de suite. C'est aussi une catégorie, la catégorie jeu expert, où les jurés ont beaucoup joué, comme je le disais, on a explosé le temps de jeu, mais où on a aussi beaucoup fait tourner les jeux pour avoir des remontées d'expérience. Je remercie Ramiro, par exemple, qui a joué à énormément de jeux. Et ce qui était intéressant, c'est que régulièrement, ces joueurs qui jouaient avec nous, puis jouaient dans leur coin, nous remontaient, nous faisaient des retours, genre, ah, j'ai le sentiment que ce jeu est scripté, Hmm. qu'il y a des ouvertures, qu'il y a des passages obligés pour commencer, ceci, cela. Euh, et je pense que la sélection qu'on propose aujourd'hui, les jeux ne sont pas scriptés. Qu'on a le champ des possibles, et puis qu'on se met soi-même dans la merde s'il faut, qu'on s'en sort soi-même. Et ça participe aussi, je crois, d'un plaisir expert du jeu pour des gens qui ne sont pas des spécialistes de tous ces jeux experts. Je les ramenais à Essen en moldave et j'ai une vague traduction en anglais, vous allez voir, c'est super. Non, qui viennent d'autres types de catégories de jeux, qui veulent se challenger, qui ont l'impression d'avoir le champ des possibles devant eux. J'ai des joueurs et des joueuses qui, face à certains de ces jeux, on dit, mais enfin, qu'est-ce que je dois faire? Hmm. Choisis. Oui, mais et quel que soit le choix, ce n'est pas perdu d'avance. Même un mauvais choix peut trouver des rebondissements parce que ces jeux ont cette flexibilité, ces jeux ont ce game design qui permet, alors oui, parfois de passer un mauvais moment, enfin, en termes de points ou autre, mais pas un mauvais moment en termes de réflexion, pas un mauvais moment en termes de jeu lui-même. On Ouais. joue. Oh bah Voilà. Civolution, une fois que tu as passé le cap, c'est un jeu qui est intrinsèquement très très fun.
parce que vraiment toutes les possibilités, que ça soit dans les cartes, tu peux faire de la chasse, tu peux explorer, vraiment tu ressens toute l'excitation d'un jeu de civilisation, mais comme elle est cadrée par ce tirage des dés, je trouve que ça aide au rythme du jeu et au fait que tu restes impliqué et qu'il se passe tout le temps quelque chose. Et le dernier sélectionné, je m'y attendais pas, c'est Fourmi, qui est sorti là à Essen, un jeu de chez Cranio qui font une très très grosse année, hein. Moi je trouve que toutes leurs sorties d'Essen sont vraiment excellentes, et qui est localisé par Intrafin, qui est un des grands localisateurs du jeu expert, hein. C'est eux qui possèdent Terraforming Mars par exemple, c'est eux qui ont Barrage. On parlait de l'école italienne sur First Strat, bah là on est sur le premier jeu de deux auteurs, mais on sent toute la patte de Simone Luciani et toute l'expertise de Cranio au développement. C'est un jeu qui, pour moi, est une parfaite synthèse des jeux experts, modernes, Eurogame, on va dire, dans le sens où on retrouve énormément de cartes différentes, avec des badges, donc on est vraiment dans les tendances de tout ce qu'incarne le jeu expert aujourd'hui. On est aussi sur une forme d'interaction assez importante sur le plateau au centre, interaction qui peut être positive, dans le sens où on peut créer des opportunités pour les autres, et il va falloir bien calculer la temporisation de tout ça. Et puis on est sur un jeu de construction de moteur également, qui emprunte un peu à Terraforming Mars sur certains feelings, tout en nous laissant l'opportunité de faire du draft ouvert de cartes, puisque à chaque fois qu'on initie une des 3 actions principales du jeu, on va commencer par ramasser une carte. Donc le jeu nous donne plein d'outils pour récupérer des cartes fréquemment et réorienter notre moteur, l'alimenter, mais aussi si ce qu'on cherche pour notre axe stratégique ne sort pas, bah, aller vers d'autres chemins. Effectivement, tu le disais, c'est un jeu qui peut être très frustrant en découverte, notamment pour des ressources qui manquent énormément, hein, la ressource de nourriture qui va énormément restreindre notre développement, mais pour moi c'est ça qui permet au jeu d'avoir une marge de progression et qui donne envie d'y rejouer. C'est un jeu où j'ai joué 4 fois d'affilée en un laps de temps très restreint, et qui m'a donné à chaque fois un goût de reviens-y, parce que j'avais le sentiment que je pouvais encore faire mieux, que je pouvais encore m'adapter au tirage, etc. Et là aussi, tu fais jamais 2 fois la même partie, il y a tellement de cartes dans le jeu que ça crée un sentiment de personnalisation assez fort sur ta partie. Il peut aussi y avoir de l'asymétrie, etc. Maintenant, la proposition est certes beaucoup plus classique que Civolution, hein. Comme tu le disais, c'est un jeu qui n'invente rien, qui est une parfaite synthèse. On sent que les deux auteurs ont digéré énormément de tendances, et donc, bah, parfois, le classicisme, s'il est bien fait, c'est aussi à saluer, dans le sens où c'est un jeu somme, qui devient parangon, en fait, de l'Eurogame en 2025-2026. Tu as joué au jeu quand, toi? À Essen ou avant? Moi, j'ai eu la chance que Cranium l'envoie dès le mois d'août. Et donc, j'ai pu y jouer un petit peu en avant-première et bien en amont de sa sortie française. D'autres membres du jury ont eu cette possibilité-là aussi. Ce qui fait en fait qu'un travail d'éditeur crée la petite lumière chez les membres du jury en disant: Ah, j'ai déjà le temps d'évaluer le jeu pour un jeu expert, et donc, lentement mais sûrement, à l'installer dans la cartographie des jeux à garder à l'œil quand il arrivera. Euh, je pense que c'est un paramètre important, surtout sur le jeu expert, qui a tendance à sortir plutôt en fin d'année. Euh, la plupart des jeux experts, eh bien, les membres du jury vont y jouer dans des VO en amont, en attente d'une version française. Ils ne vont commencer à se prononcer sur le jeu qu'une fois que la VF finale arrive, pour lire les règles, voir comment sont les aides de jeu et tout. Mais il faut quand même déjà un peu baliser le terrain en amont, et, euh, et ça aide. De nouveau, bah, l'école italienne, il est dans cette catégorie des jeux Eurogame plus classiques, avec moteur, mais en même temps, il n'est pas scripté, et en même temps, chaque partie est différente. Ça peut conduire à des parties collectives vraiment très très rudes, si le marché de cartes n'est pas terrible, ou il y a une bagarre sur le terrain très forte. Il y a des parties où c'est un peu la fête à la saucisse, où chacun peut développer des moteurs qui fonctionnent très vite, enfin, et très bien. Il y a ce système de jeu
d'objectifs qui vont s'accumuler et qui peuvent précipiter ou non une fin de partie, donc créer ou non un tempo. Et donc là aussi, dans une évaluation, bien, les critères se multiplient et les jurés se racontent leur partie en disant, bah, tiens, ça s'est passé comme ceci, comme cela, il se passe ceci, il se passe cela. De nouveau, c'est pas le seul, mais à un moment, quand on a 3, 4 jeux d'une catégorie Eurogame plus classique, eh ben, on met en comparaison tous ces éléments, le temps de jeu, le renouvellement, enfin, voilà, on a toute une série de critères qu'on liste en amont, et puis la question se pose, est-ce que c'est un bon candidat? Est-ce qu'il est représentatif de cette forme de jeu-là? Si je m'adresse à un public qui me dit, je ne connais pas les jeux experts, j'ai envie d'essayer ce qu'on appelle un Eurogame, je voudrais avoir des sensations qui se renouvellent, je voudrais avoir de la tension, je voudrais avoir eh bien, il y a de la frustration, de la tension, de la mécanique, des Ouais, mécaniques coche toutes connues et les cases. classiques. Voilà, et on liste les trucs, mais on arrive au fait que bah voilà, c'est un nommé qui est représentatif d'une catégorie de jeu, d'une catégorie de sensations et d'une catégorie Et d'attente. moi, si je devais mettre une pièce, je la mettrais sur Civolution, je pense, dans le sens où c'est la proposition qui est potentiellement la plus renversante. Et on a vu le jury des années précédentes, comme par exemple avec La Familia ou Kutnaora, en expert, distinguer des jeux qui n'étaient pas les plus attendus, mais qui étaient les plus renversants et ceux qui allaient laisser les souvenirs les plus forts. Et Arx peut aussi prétendre à ce critère-là, mais je pense que Civolution est encore plus vertigineux dans ses sensations a une variabilité qui est telle qu'elle peut être un peu écrasante et en même temps hyper enthousiasmante. Donc je pense que Fourmi, même si c'est très bien qu'il soit sélectionné pour sa représentativité, je le vois pas l'emporter. Je mettrai ma pièce sur Civolution. Alors attention, un tiers du jury a déjà changé par rapport aux exemples que tu donnes. On arrive à la dernière catégorie, l'As d'or jeu de l'année, l'As d'or tout public, le jeu auquel tout le monde peut jouer, il est intergénérationnel, on peut le mettre sur la table, la règle est assez immédiate pour qu'on se plonge dedans. Et à ce titre-là, il y a un candidat qui semblait aussi de l'ordre de l'évidence, en tout cas de mon point de vue, même si j'aime pas beaucoup le jeu, c'est Flip 7. Flip 7 qui a un grand succès populaire, hein, on a depuis longtemps dépassé les 500 000 boîtes. Là aussi, c'est une localisation de Catch Up Games qui a eu le nez fin là, sur cette affaire-là. C'est un jeu américain de The Hop au départ. Dont ils ont retravaillé en plus un petit peu le packaging pour qu'il soit encore plus en figure de proue. C'est le stop ou encore dans son plus simple appareil. C'est, j'imagine, l'idée, comme on l'avait avec Odin l'an dernier, mais qui était peut-être un peu plus joueur, un petit peu plus profond. Ici, c'est vraiment le petit jeu de cartes pas cher, immédiat, auquel on peut faire jouer tout le monde, tout simplement. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à analyser que ça dans cette sélection. Tu as dit que tu n'aimais pas trop le jeu, hein. Euh, c'est pas un élément à prendre en compte quand on est juré. Je suis Donc d'accord. je citerai Simon Dupastan qui, dans la vidéo débrief, dit bisous à Michel Dufresne qui conchit le jeu Flip 7 et pourtant il est dans la sélection. Bien, bisous Simon. Donc la considération n'est pas du j'aime pas. La considération est-ce que ce jeu a un sens dans un contexte où on labellise un jeu pour amener un large public à s'intéresser au jeu? Est-ce qu'il va y trouver une forme de plaisir? Ce jeu reste quand même un incontournable, alors qu'on Oui. aime ou qu'on n'aime pas, puisque aujourd'hui, alors les ventes ne font pas tout, mais pour moi, ce jeu est un indicateur fort et très très intéressant. 500 000 ventes ou quelque chose comme Mhm. ça. Si je prends par rapport au monde du livre, il y a Astérix qui le fait, Le Goncourt et La femme de ménage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un produit culturel, oui, Qui est un oui, le jeu phénomène, est en fait. qui est un phénomène, mais qui traduit aussi le fait que des gens, en France et en Belgique, ont envie de jouer. Parce que dans un laps de temps si court, atteindre un tel niveau de vente, c'est que les gens ont envie de jouer. D'autre part, ce Flip 7 rencontre une autre tendance très présente aujourd'hui, qui est la tendance du petit jeu de cartes, pas trop cher. Quand vous allez sur de la vente en ligne,
Vous voyez que cette catégorie de jeu trust les premières places. Quand vous allez chez votre ludicaire, ces jeux sont présents. Quand vous allez en grande surface spécialisée, ces jeux sont présents. Et quand vous allez même en grande surface alimentaire, cette catégorie de jeux commence à être présente. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui marquent un phénomène qui est, oui, le jeu gagne du terrain dans les esprits, dans les envies, dans cette pratique culturelle qu'ont les gens. Le jeu rencontre quelque chose. Et difficile dans un as d'or de faire abstraction de ça. Oui, et je pense qu'il faut vraiment se méfier d'une forme de dédain par rapport à ces jeux-là, et je te rejoins à 100%, hein, même si moi, personnellement, j'aime pas trop le jeu, j'aurais été jury à 100%, j'hésite pas une seconde sur sa sélection, dans le sens où on cherche à aussi représenter les tendances d'un marché. Et c'est Fred Henry qui en parlait chez Monsieur Fall, de tout ce marché un peu parallèle qu'on voit pas tellement passer en tant que joueur passionné, expert, tout ce qu'on veut, mais les cracklists, ce genre de jeu qui, sur Amazon et compagnie, décollent en fait, représentent des chiffres de vente faramineux. Et comme tu l'as dit, les ventes ne font pas tout, mais elles sont représentatives aussi d'une importance culturelle de ces jeux-là. C'est-à-dire que pour plein de gens, aujourd'hui, le jeu de société, c'est ça. C'est Flip 7 et c'est du jeu que tu peux pratiquer dans tous les contextes, sans besoin d'expliquer les règles pratiquement, qui vont appeler à la revanche, qui vont s'offrir facilement, qui vont se propager facilement aussi du fait de leur faible tarif également. Deuxième sélectionné dans cette catégorie jeu de l'année, je pense que tu y as déjà un petit peu fait référence dans est-ce qu'on le met sur initié ou tout public du point de vue de la lisibilité. C'est Rebirth de Reiner Knizia, qui est arrivé en version française chez Lucky Duck Games relativement récemment. Il fallait un jeu de plateau, je pense. Un jeu de plateau au sens premier du terme, un jeu où on se bagarre pour des positionnements, à la manière, j'en sais rien, d'un risque ou ce genre de choses, mais de façon beaucoup plus immédiate. Dans Rebirth, on est dans la lignée d'un Carcassonne, on pioche une tuile, on la pose, on la pioche même en fin de tour pour qu'on ait un tour complet pour y réfléchir et garantir une fluidité et un rythme. Et à l'intérieur de ça, on a de la bagarre pour des majorités, donc on a cette interaction assez directe qui vous est chère, tu le disais. On peut avoir des objectifs communs ou secrets. Le jeu a deux niveaux de lecture, c'est même pas tant un mode découverte et un mode avancé. Vraiment, les deux faces du plateau ont leur intérêt. Donc ça garantit une certaine longévité au jeu et puis aussi une certaine adaptabilité en fonction du public qu'on va avoir face à nous. Est-ce qu'on a des gens qui vont supporter la potentielle charge cognitive d'avoir un objectif secret dont il faut se rappeler, ou est-ce qu'on va privilégier plutôt la course aux objectifs communs? En ça, le fait d'avoir un jeu qui soit vraiment identifié plateau, sans carte, et qui propose une expérience de gestion de l'espace avec très peu de règles, une fluidité, une simplicité qui sont vraiment la marque d'un Reiner Knizia, pour moi, Rebirth avait complètement sa place à cet égard-là. De nouveau, bonne analyse, hein, félicitations. La tendance n'est pas encore une tendance forte, mais le jury se dit, le jeu de plateau revient. On sent une envie d'avoir, pour le tout public, ce côté de j'ouvre le plateau, je mets des pions, je retrouve des sensations qui sont des sensations qui ont plu dans le temps, avec un aventurier du rail, avec un Catan. Oui, cette tendance existe, elle est peut-être plus embryonnaire que la foule de jeux de cartes, mais elle est bien présente. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les jeux qui commencent à prendre ce pari-là, on sent des réflexions sur comment faire durer le jeu en ayant une proposition de règles qui soit une façon de prendre les joueurs et les joueuses par la main pour dire voilà, on a une première étape et puis éventuellement on peut rajouter ceci et puis aller plus loin. Alors certains le font plus ou moins bien, d'autres le font de façon plus claire. Et c'est des questions de nouveau de rédaction de règles. Ajouter des options, est-ce que mettre des options, c'est tout public? Dire je retourne un plateau et
pour ce plateau-ci, ce sont des règles spécifiques. Est-ce que c'est tout public? Voilà, ce sont chaque fois ce type de questions-là qu'on est amené à se poser quand on évalue le jeu. Ce qui me semble important aussi, et qui rentre dans les critères du jury, c'est combien d'actions faisons-nous à notre tour? Parce que c'est un élément qui peut perdre des joueurs débutants. Flip 7, je prends pas une action. Rebirth, j'ai quelque chose, je place. Est-ce que je le place bien ou pas bien? Ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème en tant que juré. Ça, c'est à vous de faire des points et tout. Et on peut imaginer des familles ou des amis qui jouent à Rebirth et qui font des scores dégueulasses, parce qu'ils jouent super mal, mais ils auront joué au même jeu. Ils auront tous placé, voilà. Même chose pour le troisième jeu, c'est je pioche ou je pose pas. Donc on est sur des actions qui sont, somme toute, entre guillemets, assez binaires, assez directes, ce qui n'est pas le cas quand on compare avec les jeux initiés. J'ai entendu beaucoup de gens dire ouais, mais Rebirth, ça devrait être un jeu initié. Bah, selon nos critères à nous, non, on est bien dans une catégorie de jeux accessibles au plus grand nombre. Est-ce que les gens jouent bien? C'est pas notre problème, mais ils ont la capacité de, et du fait de cette simplicité d'action initiale, ils ont la capacité de devenir des experts du jeu, et donc de s'améliorer. Un joueur qui a plus l'habitude de jouer pourra effectivement initier les autres, mais pourra faire plus de points, et donc il y aura cette satisfaction, il y aura cette envie de défi, d'être plus performant, il y aura cette envie de bloquer les autres, et tout ça se mettra en place, et les règles le permettent. La notion de lisibilité est un élément important, mais Rebirth reste lisible. Si on compare de nouveau à un First Strat, qui peut être beaucoup plus complexe en termes d'analyse de plateau. Même si Rebirth, et là j'en conviens, c'est probablement le plafond, ou une forme de plafond, de la catégorie C'est l'expert du tout tout public. public, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça n'en demeure pas moins un jeu accessible à tous. Et c'est la compétence qui peut-être fera que vous lirez mieux le plateau. Mais le plateau est quand même très clair, les couleurs sont claires, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'ailleurs, là aussi, petite parenthèse, parmi les comparses que je fais jouer, j'ai des amis qui sont daltoniens, enfin des catégories différentes de daltonisme, et parfois sur certains jeux, c'est vraiment, vraiment galère pour eux. Voire, parfois, on est dans des situations où ils ont joué à des versions étrangères du jeu sans problème, et quand ça arrive sur le marché français, les couleurs ont changé, les formes ont changé, les pictons ont changé, et ça devient la galère pour eux. Or ici, que ce soit Flip 7, Rebirth, Toy Battle, le problème ne se pose pas. Donc il y a cette lisibilité-là qui est bien présente, tous les éléments sont faits pour que tout le monde puisse y avoir accès et tout le monde puisse s'y amuser. Dernier jeu de la sélection, c'est un jeu 2 joueurs, on l'a dit, 2025 a été une année fortement marquée par les jeux 2 joueurs. Il en fallait bien un, et Toy Battle de Paolo Mori et Alessandro Zucchini, pour moi c'est un excellent choix, d'une part pour représenter cette tendance du 2 joueurs de l'affrontement. On est sur un jeu qui a une édition assez généreuse, c'est bien rangé, c'est bien pensé, il n'y a rien qui dépasse dans la boîte, on a ces chevalets en bois qui nous font un effet assez agréable de manipulation du matériel pour disposer nos tuiles. On a 8 plateaux dans la boîte, on en a parlé avec Rebirth, ça devient un point d'attention. Est-ce que l'éditeur a fait l'effort d'offrir à ces personnes qui vont potentiellement découvrir le monde du jeu de société moderne par ce biais-là, de leur donner une possibilité d'aller plus loin, de s'intéresser à d'autres contraintes. Pour moi, il y a la durée de partie. On est sur un jeu, encore une fois, qui va durer 5 à 10 minutes, qui va avoir une fin à un moment donné, parce que quoi qu'il arrive, on arrivera à court de tuiles et la partie ne va jamais s'éterniser. Plusieurs façons de remporter la partie, soit l'espèce de mort subite, donc vraiment la frontalité où on va se faire capturer notre QG et on peut assez mal le vivre, mais derrière une revanche est vite arrivée, ou à l'inverse, une espèce plutôt de prise de position qui va se faire sur le long terme et avoir peut-être des retournements de situation, un essoufflement d'un joueur qui serait en tête, etc. Et ce qui est assez redoutable dans Toy Battle, tu as commencé un petit peu à l'évoquer, c'est la simplicité du tour de jeu.
soit je pioche, soit je pose. Si je pose, certes, les tuiles ont des effets, mais il y a une aide de jeu, et elle est très très claire, et on a très vite fait de s'acclimater aux différents effets de ces tuiles, et si on change de plateau, on garde les mêmes tuiles. Donc il y a juste à apprendre une spécificité du plateau. Pour le reste, le système reste le même. Moi, Toy Battle, je l'ai vu jouer par des enfants. Je l'ai animé un petit peu. Et j'ai eu d'abord une grand-mère qui jouait avec son petit-fils. Et puis ils font une partie, deux parties. La grand-mère en a assez. C'est un autre enfant qui a observé la partie, qui vient jouer avec cet enfant, qui avait compris les règles juste en observant la partie précédente. Si ça, c'est pas un jeu tout public, bah, je sais pas ce que c'est. Ah, voilà, je pense que tout est dit. Le jeu représente différentes tendances qu'on a déjà évoquées dans la vidéo aujourd'hui. L'école italienne, qui est une école marquante ces dernières années, mais cette année-ci en particulier. Le jeu à deux, et pour du tout public, oui, c'est un jeu, aide de jeu, rejouabilité. Alors, j'aime pas le terme tel quel, mais en tout cas, l'éditeur a pensé au fait du multiple plateau, donc ça va donner l'idée de choix, de possibilité d'essayer des choses, de revenir dans le jeu, donc peut-être un épuisement du jeu beaucoup plus lent que d'autres, des règles simples. Voilà, les éléments sont réunis pour que vous avez le jeu, vous l'offrez, la personne qui le reçoit peut commencer à jouer très rapidement. Il n'y a pas de jargon, les objectifs sont clairs. Enfin, on est dans cette catégorie de jeu. Il n'était pas le seul, hein, mais c'est un jeu qui regroupe effectivement tous les critères qu'on peut attendre de ce qu'est un jeu tout public. Et qui en plus a une scénarisation qui est intéressante, qui, en jouant sur son thème, va évoquer Toy Story aux uns, va évoquer un jeu sur appli aux autres, enfin, voilà. Et donc, on a à la fois le jeu, mais on a aussi le produit, ce qui est le cas des trois nommés Asdor jeu de l'année. Flip 7, excellent produit, travail éditorial excellent. Rebirth, excellent produit, travail éditorial excellent, avec cette remarque aussi, qu'il y a d'abord eu une version plus chère, et qu'il y a un travail qui a été fait pour abaisser le prix Tout à et fait. arriver à une version plus accessible financièrement. Et Toy Battle, excellent produit aussi. Donc quand on a une rencontre du game design, du produit, du marketing de la chose, du travail éditorial, bah, ce sont des jeux qui ont tout à fait leur place dans un label. Tu parlais de l'esthétique un peu à la Clash Royale de Toy Battle. J'ai vu beaucoup de gens critiquer ce choix ou pas aimer les illustrations ou la couverture, etc. Mais force est de constater que pour attirer des enfants, ça marche. Pour autant, on n'est pas du tout sur un jeu enfant, dans le sens où il peut très bien être joué entre adultes et ils vont y prendre vraiment un certain plaisir. Et surtout, le jeu peut être poussé compétitivement. Moi, j'y ai joué pas mal de parties sur Board Game Arena, et à haut niveau, vraiment, j'ai pu entendre des critiques sur le tirage des tuiles qui allait favoriser tel ou tel joueur ou quoi. C'est vraiment à la marge, c'est avant tout un jeu où c'est le plus malin, celui qui gère le mieux ses tuiles et son placement et sa temporisation qui l'emporte, et donc le jeu a aussi cette profondeur-là. Donc moi, à titre personnel, c'est évidemment celui-là qui a mes lauriers. Est-ce que c'est lui qui va l'emporter? Ça dépendra un petit peu de ce que le jury a le plus voulu distinguer. C'est vraiment la catégorie où je serais le plus embêté de faire un pronostic. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment une filiation là qui me paraît assez évidente par rapport à la sélection de l'an dernier. De l'an dernier, on avait Odin en petit jeu de cartes avec Flip 7 qui s'inscrit dans la continuité, qui est encore plus accessible, je pense. Et puis Toy Battle, il m'évoque Captain Flip, tu vois. Même tranche de prix, même hauteur, et puis même choix binaire de je pioche une tuile, est-ce que je la retourne ou pas? Bah là, est-ce que je pose ou est-ce que je pioche? Même aide de jeu très claire aussi. Donc on voit des tendances se prolonger, et je trouve que la sélection est intéressante pour ça aussi. Il y a quelque chose qui m'insupporte dans le monde du jeu. Donc, amis éditeurs, ce moment est pour vous. Je viens d'un autre milieu culturel, celui du livre,
À aucun moment, on ne me fournit un livre dans lequel il manque des pages, sans me dire, ouch, je vous le remplace, excusez-moi, il y a un problème, je ne peux pas publier ça. À aucun moment, je ne regarde un film dans lequel il n'y a pas la fin, où on a mis des rushs au milieu parce qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Et je trouve qu'il y a quand même énormément de jeux qui ont des lacunes importantes de cet ordre-là. Des règles mal faites. Alors, qu'il y ait des fautes d'orthographe ou des trucs comme ça, ok, c'est dommage, c'est de la relecture, mais je peux tolérer. Mais des règles dans lesquelles les objectifs ne sont pas clairs, un même mot est utilisé pour deux caractéristiques, deux actions différentes, euh, des règles de fin qui sont assez obscures, une pratique qui n'est pas expliquée parce qu'on se dit que les joueurs comprendront bien ce qu'est un mulligan. Bah, parce que tout le monde sait ce qu'est un mulligan, moi j'en sais rien. Enfin, c'est quand même un questionnement. Euh, Arriver à un certain niveau d'expertise de jeu, enfin en tout cas de difficulté de jeu, bah, il est normal que les joueurs aillent voir sur BGG des facs et des trucs comme ça. Bah non, ouais, moi quand je vais chez le boucher que je donne 20 balles pour de l'agneau, j'attends à recevoir pour 20 balles d'agneau. Et on va pas me dire que c'est du steak et que je me débrouillerai bien et que je verrai comment accommoder ma viande. Enfin, on le tolère pas dans le cinéma, on le tolère pas dans la série télé, on le tolère pas dans le livre, dans le théâtre, dans la musique. Pourquoi dans le jeu on accepte d'avoir des trucs pas finis, mal finis, incomplets? Oui, ok, ben, à la troisième édition, ce sera complet, ce sera le vrai jeu, enfin des trucs comme ça. Et ça j'avoue que c'est pour moi, c'est très problématique. Alors oui, quand des jeux ont des règles complètes, bien structurées, où ce qu'on doit faire est clair et autres, bah, ça, ça aide évidemment. Moi, cette année, je les en remercie. J'ai des comparses qui ont lu des règles pour moi. Alors, j'ai lu les règles pour les jouer, mais je leur ai dit, lis ça, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois vers quoi on va? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et quand on voyait des jeux où ces personnes remontent systématiquement avec les mêmes questions en disant, ah, mais quand je joue une deuxième ou une troisième carte, est-ce qu'elle remplace une carte? Est-ce qu'elle l'écrase? Est-ce que la première est pas... Ah bah, c'est qu'il y a peut-être un problème de clarification, hein. Les exemples, c'est fondamental. Alors oui, donner les exemples bidons, quand Clara fait un, elle avance de un, ok. Et si elle fait un double un, est-ce qu'elle avance de 2? Est-ce qu'elle n'avance que de un? Est-ce qu'elle a un bonus? Parce que ce sont des questions que les gens vont se poser. Mm. Donc mettez des exemples atypiques, faites des vrais exemples de parties. Enfin, prenez les joueurs en main, d'autant plus que la base de joueurs augmente, que les joueurs ne commencent pas toujours, enfin joueurs et joueuses ne commencent pas toujours par le bête petit jeu de cartes à 10 balles trouvé en station-service, mais peuvent commencer par d'autres jeux. Enfin, je pense que c'est fondamental de prendre les joueurs et les joueuses par la main, même parfois enfin même surtout dans les gros jeux dits experts. Ok, il y a des gens qui font un bond, qui vont quitter les aventuriers du rail dans lesquels ils avaient un certain confort et qui veulent se challenger et vont arriver sur des jeux plus complexes. Et là, soudainement, on les oublie. On dit, ah ben non, t'as pas passé les bonnes étapes. Et voilà, c'est le jeu, quoi. Donc voilà. Alors oui, heureusement, il y a des jeux, bah, saluons dans cette sélection, qui ont des règles suffisamment claires, malgré les complexités potentielles d'icônes, de séquences, de ceci, de cela. Le nombre de jeux où dans notre tableau, il y a comme remarque, pourquoi l'éditeur n'a-t-il pas mis une aide de jeu? Mm. Tout simplement. Une petite aide de jeu, eh ben, ça facilite la vie des gens. Voilà. Et donc tous ces critères sont des critères qui, à un moment ou à un autre, vont ternir l'expérience, la rendre plus complexe, faire perdre du temps. Voilà. Euh, Autre élément, arrêtez, ami éditeur, d'écrire n'importe quoi sur les boîtes en termes de joueurs. Il y a des jeux, le nombre de jeux pour lesquels, dans nos notes préliminaires, on a ce jeu est excellent à 2 et à 4. Il est indiqué de 1 à 7. À 3, c'est injouable. Vous avez des jeux, on vous indique de 2 à 5. Et vous lisez la règle, on vous parle que de 2 à 4. Et dit, ah, mais téléchargez sur le site de l'éditeur la version pour jouer à 5. Mais alors, mets pas sur ta boîte de 2 à 5. Mais introduis-le ou vire-le. Enfin, et donc, il y a tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte.
et qui font qu'un jeu peut être excellent, voire exceptionnel dans une configuration, mais quand vous prenez son ensemble et son produit global, vous vous dites, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi on en est là? Voilà. Eh ben Michel, merci beaucoup d'avoir réagi à mon analyse et d'avoir aussi livré toute une série d'éléments explicatifs, hein. Je pense que on a bien balayé la sélection avec ce prisme-là, de en quoi elle était représentative des tendances du marché. Qu'on aime les jeux qui sont dedans ou pas, ça c'est une autre question. Et puis bah, on te revoit sur le festival, j'imagine. Ouais, et d'ici là, sachez que les gagnants sont... Non. Allez, un petit scoop, Michel. Eh non, je ronge mon frein aussi. Merci encore de t'être livré à cet exercice avec moi. Et ben, on te retrouve avec plaisir sur différentes chaînes, hein, où tu laisses ton grain de sel, que ce soit en tant qu'invité ou dans les commentaires aussi parfois. Et puis j'aurai le plaisir de t'accueillir à l'Ardente Ludique Festival les 7 et 8 mars. On présentera ensemble une table ronde intitulée Comment critiquer un jeu de société. On se posera un petit peu toutes les questions sur les spécificités de cet objet culturel, hein. Toi, j'imagine, tu feras toute une série de parallèles aussi avec le milieu du livre, et on aura Paul Gara à nos côtés, donc ça promet d'être chouette. Si vous pouvez vous rendre à Liège les 7 et 8 mars, venez nous faire un coucou. Rendez-vous à Cannes, rendez-vous à Liège. Salut les voisins, les voisines, et merci Boris. Salut Michel, merci, ciao.